La Guadeloupe. La Guadeloupe. La Guyane. La Guyane. La Réunion. La Martinique. La Martinique. Toute cette terre médusée Médusées dans l'ombre de la France. Pourront-elles de nouveau inspirer leurs habitants ? Peuvent-elles s'ouvrir à l'élaboration d'un devenir pays et d'une présence au monde ? La modernisation de la France passe-t-elle par un assainissement de ses rapports aux pays dits d'outre-mer ? À ces questions, nous répondons oui, mais à une condition. celle de se saisir du politique dans sa dimension noble. Les politiques mises en œuvre depuis la loi dite de départementalisation en 1946 ont remodelé les vieilles colonies françaises en départements, régions, collectivités ou territoires ultramarins. L'intention aurait pu être louable, seulement il n'est jamais aussi simple que cela de transformer des colonies. Qu'est-ce qu'une colonie ? C'est une chose qui surgit d'une trajectoire de conquête et de domination. Son vœu est prédateur et son essence en fait une implacable mécanique mercantile. Toute colonie est d'emblée située, avec tout ce qui l'anime, dans un ailleurs dépourvu de scrupules. Dans cet ailleurs, il n'existe ni civilisation, ni morale, ni droit, ni humanité, ni la moindre attention aux vivants. Nos terres, ainsi frappées de damnation, ont généreusement été sortis de ce non-monde pour accéder à la bienveillance d'une métropole exploitante. Avec plus ou moins de paternalisme ou de ce fraternalisme dont a parlé Césaire, les politiciens français de l'époque, confrontés au souffle de la décolonisation, se sont efforcés de résoudre une équation insurmontable. Développer, à leur image, nos contrées perverties, en les rapprochant d'eux par le sas d'une fiction. Elles sont alors devenues de simples provinces de l'Hexagone, situées dans l'au-delà des mers. Le souffle dominant de ces années de décolonisation en était, à la fin des empires coloniaux, sous l'affirmation triomphante des États-nations. Des indépendances furent proclamées comme autant de soleils. Le monde fut ainsi redessiné sous un ensemble de dictatures post-coloniales, de démocraties et de républiques, parfois laïques, quelquefois religieuses, mais toujours, hélas, d'engeance capitaliste. Pour les colonisés de cultures très anciennes, la décolonisation consista à rompre avec la puissance envahissante en retrouvant les racines d'avant son arrivée et en récupérant à l'identique les instances de pouvoir qu'elles se voyaient forcées de déserter. Liberté et nationalisme se conjuguèrent partout sous des fortunes diverses. Mais pas pour nous. Pas pour nous. Pourquoi ? À cette époque, les colonialistes ne connaissaient que les peuples ataviques, ceux dont l'ancienneté remontait à leurs yeux de ténèbres millénaires. Ceux-là étaient donc clairement hors de l'humanité. On pouvait donc les y ramener, les détruire ou les civiliser. En revanche, les surgissements bâtards, les mélanges proliférants de nos contrées lointaines leur étaient illisibles. Le colonialiste ordinaire ne percevait chez nous que du limon de génocide, restes de déportation, migration emmêlée, accidents historiques, hybridation hagarde et métissage inconséquent. Un enchevêtrement dont ils étaient partie prenante et qui nous mettait vis-à-vis d'eux, dehors et dedans en même temps. Pour ceux d'entre nous qui réclamaient la citoyenneté française, la stratégie visait à désarmer la toute-puissance des planteurs post-esclavagistes de l'époque. Tout l'existant de nos contrées dominées, sols, animaux, humains, infrastructures, productions, rituels, symboles et célébrations, étaient formatés au service de leur prééminence. Surtout de leur enrichissement, lesquels assuraient la démultiplication de ceux de leurs
métropole. Ces coloniaux voyaient donc d'un mauvais œil toute introduction d'une quelconque législation sociale, tout comme ils refusaient une irruption républicaine qui supposait l'égalité de tous, que l'on soit blanc, noir, mulâtre, indien, hindou, africain ou chinois. Et pire, ils étaient terrifiés par la perspective de mélanges biologiques et sociaux. Avant et après la loi de 46, les descendants de colons et d'esclavagistes mettront en œuvre leurs influences considérables pour contrer l'enfer de cette transformation. Dès lors, l'essentiel des forces progressistes de nos terres, mutualistes, communistes, socialistes, entamera une longue guerre de tranchées pour obtenir une citoyenneté qu'il fallait arracher, maille après maille, à la chère métropole. Ce vœu de citoyenneté protectrice était devenu un idéal démesuré. Elle n'était pas seulement biologique, matérielle, culturelle, économique ou sociale. Elle était quasi existentielle. Et pour tout dire, humanisante. C'est cette course, de fait assimilationniste, qui servira de politique à nos forces de progrès, partis et syndicats, durant des générations de lutte et d'espérance. Les revendications d'un traitement identique, les sempiternelles demandes de rattrapage, l'accès à la dignité par la ressemblance au modèle offert par les colonialistes, assaillirent tellement de réticences et de refus qu'ils apparurent comme héroïques à ceux qui y dédièrent leur vie. Ces combats furent souvent admirables, mais toujours pathétiques. Ils ignoraient l'essence protéiforme de l'esprit colonial. Dans l'imaginaire politicien le plus répandu parmi nous, quels que furent les déconvenus éprouvés au fil des générations, la métropole demeura contre vents et marées si généreuse, et si lointaine, si attentive, mais si mal informée. Il fallait simplement insister pour bien capter son attention. Ce que firent très soigneusement nos pères, nos mères et en final nous-mêmes. Aujourd'hui, en ce 21e siècle, une évidence nous fixe. L'assimilation totale s'est prouvée impossible. L'écart existentiel entre le soleil tutélaire et ses planètes captives demeure, à tout point de vue, incalculable et triste. Et triste. Notre génération confronte aujourd'hui l'ultime convulsion. Cette monstruosité que l'on crie « Outre-mer ». Outre-mer. Nous revenions d'un tel abîme. D'un tel abîme qu'il y eut malgré tout, à partir de 1946, ce que les économistes autorisés appellent modernisation et amélioration des conditions sociales. Seulement, dans nos terres hâtivement requalifiées, des forces obscures, tombées de la matrice originelle, sont demeurées actives, souvent d'une sorte identique, malgré des contextes différents, selon que l'on se trouve en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte. Ces forces se sont mélangées et ont très vite fait monstre, en combinant un système et un syndrome que nul ne parvient à défaire. Voyons d'abord ce qui a fait système. Pour en esquisser les dorsales, négligeons les détails et ne distinguons que les forces apparentes. Au cœur de la variété de figures existantes, départements, régions, collectivités spéciales, territoires de toute qualité, on retrouve cette configuration pour le moins infernale. Des pouvoirs locaux sous-ordonnés dans un moule jacobin. Un grand port maritime constituant un col d'étranglement dont le clapet se tient dans le sens des entrées, exerçant une logique de comptoir digne des antiques compagnies coloniales. Une science protéiforme des conteneurs drainant d'un vraisemblable bazar qui repèse des névroses. Un maquis d'exonération gavant quelques lobbies et d'obscurs monopoles de filières dans une asthénie de la production locale. Un tourisme industriel embarrassé à se trouver une âme et qui danse et qui chante quand accostent les paquebots. Une situation agraire restée jumelle des cadastres coloniaux. Autre force agissante ? Des perfusions câblées ou moléculaires avec la métropole, déversant une masse de transferts qui assure la gloire économique des mêmes
par-dessus la frénésie consumériste du plus grand nombre restant. Une focale unique réglée en loupe sur la seule métropole, laissant le monde et ses défis hors champ. Une dépendance alimentaire extrême, née d'une agriculture de monolithes d'exportation, bourrée de pesticides, ne disposant d'aucune équation commerciale autre que celle de la subvention. Une dépendance énergétique totale. Une dépendance organisationnelle n'ouvrant qu'au mimétisme. Une fiscalité perverse qui entretient l'hyperconsommation pour abonder, à coup d'octroi de mer, le budget indigent des collectivités. Un isolement au cœur des berceaux géographiques, géopolitiques, géostratégiques et même géoéthiques, une activité culturelle errant dans le spectacle, l'animation et le divertissement, le tout sanctifié de militances identitaires, etc., etc. Les normes appliquées à l'existence de ce monstre sont celles des régions européennes développées. Elles sont mises en œuvre par des administrations hexagonales où officient hommes, femmes, cabinets et organismes, experts sans doute de volonté très bonne, mais qui n'ont d'autre culture de ces exoplanètes qu'un ramassis d'images et de bons sentiments. Partout, dans le transport maritime ou aérien, le BTP, l'agriculture de monolithes subventionnés, dans l'import-export, dans les services et dans l'alimentaire, règne une pratique commerciale dont les prix, les profits et l'esprit pourraient être qualifiés de bande organisée. Comme nos sociétés n'échappent pas aux évolutions du monde, surtout à ses involutions, ces dernières les atteignent de plein fouet. Les méfaits du capitalisme monde s'y retrouvent sous des intensités telles qu'ils deviennent des structures. Décomposition rurale autour de stations-service, mini-market, HLM. Prolifération urbaine spéculative, avec des matériaux mal adaptés à nos climats. Sous-équipement général, à commencer par ceux du logement décent que l'on tente de régler en sacrifiant des terres agricoles, des espaces naturels d'importance ou de belles écologies paysagères. Indigence des services publics, tel celui de la santé que la pandémie n'a fait qu'exacerber. Perte générale du sens, vide existentiel entraînant des pics de dépression et des troubles mentaux. Chômage massif dans toutes les classes d'âge, à commencer par celle des jeunes et des femmes, bien entendu. Pauvreté, précarité, misère. Précarité, misère. Et inégalité se décuplant dans une convergence qui pulvérise les normes de l'INSEE. Etc. 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 Le décompte de ces décombres n'est jamais terminé, avait gémi Césaire. Si le système combine des forces involutives, le syndrome, de son côté, précipite une nuée de symptômes. Dans ce nuage, il nous faut retenir 3 manifestations assez spectaculaires. Elles sont nées dans la plantation esclavagiste, passées dans la colonie abolitionniste du crime non réparé, et se sont maintenues dans les mécanismes de la départementalisation. Quelles sont-elles ? Assistanat, dépendance, déresponsabilisation. Voyons le fond de ce cauchemar. Une colonie n'est pas faite pour elle-même, ni pour sa population, ni pour son environnement. Elle est une création veuve, au service des intérêts-profits d'une métropole. Son principe, l'extraction prédatrice, frappant sans embâche la nature, les humains, le vivant. Quand, en 1946, ces choses, nos terres, furent officialisés départements ou régions ou encore territoires d'une nation développée, il fallut tout y créer concernant l'intérêt général. Services vraiment publics, structures administratives, équipements de santé, d'éducation, d'hygiène, de transport, de protection sociale, de culture. Tout. Comme la productivité y reposait sur la négation du vivant, encore plus sur celle de la décence et de la dignité humaine, l'irruption des droits sociaux, le débarquement des règles administratives, l'amorce d'un rien de citoyenneté constituèrent l'équivalent d'une bombe. En 1946, donc, avec le peu qui se vit concrètement accordé, l'édifice d'essence coloniale se mit à défaillir. L'aberration fondatrice fut bouleversée.
Il fallut, après les avoir indemnisés pour l'abolition de l'esclavage, soutenir d'un côté la reconversion de ceux qui exploitaient ces entraves depuis près de 4 siècles, et de l'autre, stopper l'extrême paupérisation de ceux qui en étaient victimes depuis aussi longtemps. C'est la course. On aménage au gré des urgences et autres catastrophes. On colmate, on écope, on rafistole, on s'efforce de rattraper le terrifiant retard par des mannes publiques, des suremplois municipaux, des nuées de subventions, de primes, de dotations spéciales, des digues de spécificité, des tombereaux d'allocations, de clauses particulières et de zones affranchies, de tout et de n'importe quoi. Une bulle malsaine. Une bulle malsaine se constitua sur la base de transferts publics et d'ordre policier. Elle s'amplifia de décennie en décennie au gré de ce qui nous servait de vie politicienne. Les plans d'intervention se succédèrent à l'envie pour mieux recommencer. Les dépendances à la métropole et les assistanats mis en œuvre par la puissance lointaine devinrent les mamelles inaugurales du progrès, puis les lubrifiants d'un impossible développement, l'horlogerie du fameux rattrapage. L'État-providence que connaissait la France depuis la fin de la Grande Guerre devint chez nous État des dépendances et des assistanats. Enfin, s'emparant du vif de nos imaginaires, ces deux principes, dépendance et assistanat, s'érigèrent en réflexe de la moindre de nos revendications et de toutes les réponses qui leur furent apportées. Mais ce n'est pas tout. La maestria politicienne finit par se résumer à la gestion de ce qui est alloué. La sœur de la gestion n'est autre que la notion de développement. Développement. Parlons-en. Ce n'est rien d'autre qu'un mot brouillard qui s'accommode de tout. De l'absence de projet, des modèles verticaux et de la répétition ronflante des listes de courses et des programmes. Assistanat et dépendance s'accouplèrent dans le lit de la gestion et du développement jusqu'à créer, en l'absence de vrais pouvoirs locaux, un paradigme favorisant la déresponsabilisation collective. Hélas, une déresponsabilisation collective n'a jamais de limite. Elle contamine très vite les actes individuels. Le collectif déresponsabilisé nourrit la déresponsabilisation individuelle, laquelle nourrit à son tour la déresponsabilisation collective. Celle-ci renforce la dépendance et alimente l'assistanat. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, dans tout ce qui se trouve sous ce couvercle appelé Outre-mer, cette logique imparable finit par s'imposer. Elle donna naissance à des pratiques politiciennes dans lesquelles les carrières les plus longues se virent suradaptées au mécanisme de la gestion. Une gestion dépendante assistée et déresponsabilisée dans les arcanes du développement. Pour compléter l'angoisse, il faut une ultime touche, celle de la bonne nouvelle. Au moment de toute crise, et finalement jour après jour, la crise étant devenue structurelle, il suffit d'attendre l'avènement de la bonne nouvelle. Nos demandes se voient toujours plus ou moins exaucées après juste ce qu'il faut d'attente pour éviter une acmé de violence. La bonne nouvelle arrive alors par avion, comme Zorro, diligenté par un ministre en déplacement express ou par le président lui-même, provenant toujours de l'omnipotente métropole. Tout se retrouve ainsi sous-ordonné, bien plus que ne saurait l'être une véritable province. Le monstre
outre-mer se maintient ainsi de bonne nouvelle en bonne nouvelle. Il dure, il s'use, il ruse, il perdure, il pousse certains hauts fonctionnaires de passage à traiter les élus locaux comme de simples figurines. Sous l'auréole de la bonne nouvelle, le mépris aux sourcils, gouvernorat en nostalgie, ils peuvent débarquer avec l'état d'esprit de nettoyer les écuries d'Augias et d'asséner du développement comme on manie la faux. Mais voici le plus inexplicable. D'abord, la masse financière euro-française transférée des centres lointains vers des ultra-périphéries en voie de développement se retrouve sous-utilisée. Année après année, elle revient en grande part intouchée de ces situations ultramarinisées qui ne cessent, année après année, d'en avoir grand besoin. Comment est-ce possible ? Ces contrées ne gisent-elles pas infirmes dans les périphéries du monde ? Leurs infrastructures ne sont-elles pas insuffisantes ? Leurs inégalités ne sont-elles pas un cas d'école ? Où sont les porteurs de projets, les idées, les élans, les initiatives ? Ensuite, la Constitution de 1946 autorise les habilitations législatives qui permettraient des règlements et lois pays ou des aménagements à la marge de telle ou telle disposition. Seulement, nul ne se bouscule autour des articles qui les prévoient. Pourquoi ? La raison principale avancée est en général l'incompétence de nos élus. L'autre argument est celui de l'insuffisance de leurs ingénieries pour affronter le labyrinthe procédurier que réclame l'obtention de ces mannes. Une autre des justifications courantes souligne que les compétences sont consenties sans budgétisation évolutive apte à les abonder. Ces constats deviennent autant de raisons majeures qui confortent la plupart d'entre nous dans le renoncement à toute idée d'une évolution institutionnelle, ou d'un accès plus simple, plus large et plus direct à des possibles, des moyens, des pouvoirs. L'urgence est déjà là. Tout est déjà Il nous là. suffit d'agir. Le colonialisme a bon dos. Ils Ils ne ne font font rien rien des pouvoirs dont des ils pouvoirs disposent dont ils déjà. disposent Ils n'évaluent déjà. nullement Ils leur n'évaluent rôle nullement interne leur de leurs politique, jamais. Soit. Jamais. Mais alors, comment expliquer une telle persistance de ce qui ne va pas ? Comment expliquer la très exacte reproduction du phénomène durant tant de générations et dans autant de contextes politiciens divers ? L'incompétence de nos élus serait-elle génétique ? Le refus de s'emparer d'une compétence ou d'aller conquérir une habilitation serait-il un sortilège qu'aucune alternance n'est parvenue à rompre ? La reproduction infaillible du monstre proviendrait-elle d'une fatalité transcendantale ? De quel exorcisme majeur devrait-elle faire l'objet ? Le statu quo est, jusqu'à maintenant, la seule réponse portée à ces questions. Pourtant, en ces temps de changement climatique, si nous demeurons dans la situation actuelle, les catastrophes à venir vont démultiplier de manière dramatique notre dépendance à la France. Notre action politique se résumera à l'appel au secours, lesquels ne sont jamais assez rapides ni assez importants. La pratique de l'État minimal qui triomphe en France nous enlève déjà, maille après maille, les vieux acquis du paternalisme colonial d'après-guerre. Et la réduction inévitable des dépenses publiques nous frappera d'une manière indescriptible. Quant à la montée de l'extrême droite en France et en Europe, elle risque de nous ramener en bien des aspects aux barbaries de la proto-colonisation. L'idée que nous devrions affronter ces phénomènes dans un quelconque statu quo, c'est-à-dire en attendant les secours, la bonne nouvelle, de la chère métropole, est une perspective effrayante. Il nous faut, comme l'avait dit Césaire, trouver dans l'urgence du désastre annoncé une base de renaissance. Faire de nos beaux paysages le reflet affirmé, confirmé d'un pays. Certaines sociétés antiques ont échappé à des effondrements sur une base imparable, sur la capacité d'un pouvoir endogène à prendre les mesures structurelles descendantes. Mais, à chaque fois,
Cette capacité se voyait amplifiée par une effervescence individuelle qui, dans chaque individu, chaque famille, chaque unité de base, se saisissait des problèmes immédiats et trouvait des solutions irradiantes au moindre bouleversement. Sans cette radiance à la fois horizontale et verticale, individuelle et collective, sans elle, nous sommes perdus. Cet écosystème interrétroactif a un nom. Il s'appelle responsabilisation. Responsabilisation de chacun et de tous. C'est ainsi que s'amorce un pays. Quand des consciences individuelles s'élèvent, s'affirment et se rejoignent par un même élan de responsabilité dans une même terre natale. Et cette convergence n'a qu'une manière de se produire, dans le surgissement d'une intention et mieux, d'une pensée politique. Quand une pensée politique rejoint une terre natale, le pays apparaît avec une majuscule. Qu'est-ce qu'un pays avec une majuscule ? C'est une partition que chacun joue en soi, qui invente chacun et le relie aux autres. C'est ce qui précise, de l'aiguillon d'un rêve, le clavier d'une conscience agissante. L'espace politique, né de toutes les consciences se partageant une même terre natale, est une conscience refondatrice. Dès lors, comme peuple et comme nation, on habite un pays. En nous, le rêve s'enchante. En nous, l'idéal donne. La En nous, conscience est chercheuse. La conscience est chercheuse. L'appel du monde se vit enfin. Il nous faut faire pays. en nous. Il nous faut faire pays. Il nous faut faire Toutes les bonnes volontés mises dans le développement de nos terres lointaines. Toutes les décentralisations accumulées. Les plans Marshall, les assises ou états généraux, les bienveillances paternalistes. Toutes les professions de foi différentialistes souffrent de la même tare originelle. Elles écartent l'évidence que nous sommes des peuples-nations. Même si on finance, à grand renfort de primes, une fictive continuité territoriale, ces vieilles colonies ne sont pas assimilables aux provinces hexagonales que régente Paris. La discontinuité n'est pas seulement géographique, elle est biologique, culturelle, historique, mentale, sensitive, sociale et sociétale. Il s'est produit dans la déflagration esclavagiste, puis sous la régie colonialiste, un phénomène inattendu, une résistance, une créativité, des agencements de survie et d'humanisation. Quelque chose de nouveau que nous devons une fois pour toutes admettre. Le surgissement de peuples-nations. Nous sommes des peuples-nations. C'est une belle évidence. Ce qui s'appelle tristement Outre-mer, c'est une étonnante mosaïque de sociétés, de peuples et de nations. Tous différents. Tous différents. Tous irréductibles en soi. Tous irréductibles aux autres. Tous également privés d'une présence agissante dans le monde. Nous sommes des peuples-nations. Nous sommes des peuples-nations. Ce que nous enseigne ce monstre de l'outre-mer français, c'est ceci. Lorsque des peuples-nations sont niés dans leur existence même, qu'ils ne peuvent vivre et proclamer leur singularité au monde par des dispositifs symboliques, hymnes, emblèmes, drapeaux ou autres colifichets de l'actuel imaginaire international, qu'ils ne peuvent vivre et proclamer leur singularité au monde par une agentivité collective réelle et par des structurations culturelles qui problématisent le monde et qui problématisent leur présence dans ce monde, ils sont atteints dans leur créativité même, frappés dans leur dignité de pensée, cisaillés dans leur aptitude à se projeter, leur joie de composer, leur enthousiasme de faire, leur potentialité d'initiative, d'ardeur et d'imagination, leur disposition à expérimenter et à tenter leur chance. Les ailes ne connaissent plus l'envol. Le grand désir a disparu. Des vies sont mutilées. Et le monstre se maintient. Alors nous sommes convaincus de ceci.
nous pouvons retrouver la puissance d'exister par la responsabilisation. Aujourd'hui, génération d'une autre époque, d'un autre monde, d'une autre mission, nous savons qu'il n'y a rien à rattraper et rien à développer, que la frappe coloniale, malgré ses persistances, ne saurait excuser l'entièreté de nos renoncements, que la course vers la dynamisation de nos capacités individuelles et collectives ne saurait prospérer en dehors de nous-mêmes, de nos génies laissés désaffectés. Il n'y a pas de chemin en dehors de nous, et nul autre que nous-mêmes ne saurait nous élever aux dignités de la pensée et de l'action. L'urgence est pour nous d'exister. Responsabilisons-nous, aurait frappé ici les répondeurs. M'a commandé les répondeurs, m'a dit en fois, on nous prend responsabilité, nous. Responsabilisons-nous. Ce que la responsabilisation apporte aux habilitations, aux compétences et aux pouvoirs dits locaux, ce n'est rien d'autre que l'élaboration d'une autorité intérieure. C'est l'autorité intérieure seule qui, en se projetant, déclenche l'infini des possibles. L'habilitation seule, la compétence seule, le pouvoir seul, les déversements budgétaires d'aides et de secours sont des calebasses fêlées sans l'esprit de responsabilité que confère l'autorité, laquelle se voit amplifiée par l'esprit de responsabilité. Ce n'est donc pas une mécanique administrative, ni un programme politicien, encore moins une recette juridique ou statutaire. C'est avant tout le déploiement d'un écosystème d'attitudes et de changements divers, du plus simple au plus fondamental, du plus individuel au plus tissé du collectif, du plus intime au plus circulaire, du plus compact au plus aérien et céleste. Responsabilisons-nous. La responsabilisation, c'est d'abord une capacité à réflexion collective. Il est précieux que dans les temps qui viennent, en marge des congrès que mèneront nos élus, des ateliers d'échange et de discussion, d'analyse et de lancers prospectives s'ouvrent comme des fleurs de rasier, interrogent, supposent, extrapolent, fassent papillon jaune autour de cette donnée. Responsabilisons-nous. Les forces contraires à la dépendance, à l'assistanat et à la déresponsabilisation sont déjà là, puissantes, dans nos traditions comme dans notre vie contemporaine. Compétence, sagesse, intelligence, débrouillardise, solidarité vieille, entraide ancienne, mutualisation historique, diversité génétique, appartenance multiple, caribéanité marronne, imaginaire mosaïque, don de soi, surdiplômé, innovation débrouillarde, polyactivité, désir secret, envie de reconnaissance, attente chagrine d'un rêve, espoir caché dessous les feuilles flétries d'un idéal. Tout est là. En nous et parmi nous. Le plus souvent déshabités. Ces forces ne demandent que leur actualisation, même leur émancipation. Responsabilisons-nous. Pour nous dynamiser nous-mêmes, lancer un double 5 de grain D dans le Serbie du monde, nous avons les capacités qu'il faut. Ce que nous sentons, ce que nous pressentons de nous-mêmes, que nous voulons, espérons, devinons, il n'est d'autre choix que de collectivement le penser. Comme dirait la langue créole, le calculer. Se poser la question de son propre accomplissement dans sa famille, dans son quartier, dans sa commune, dans sa région et dans le monde. Se sentir concerné, responsable de tout cela. C'est le début d'un foyer monté qui sera général. Responsabilisons-nous. S'interroger sur la responsabilisation est déjà l'amorce de la responsabilisation. Une vaste parolaille sur cette notion doit s'engager dans nos sociétés. Que les imaginations et les imaginaires accèdent aux fécondités de la danse calenda. Les forces systémiques et psychiques du monstre ont éliminé l'essence du politique. La pensée désirante de soi dans la pensée désirante du monde. La perception de sa propre culture offerte comme désirante dans les devenirs désirants des cultures du monde. L'audace désirante d'aborder à des rives sans atlas.
où du désir s'invente. L'urgence pour nous est de retrouver cette essence, de la penser, de la vouloir, d'entrer alors de belle manière en politique. Responsabilisons-nous. Responsabilisons-nous. La responsabilité sociale mise en œuvre en commun est indissociable de la responsabilité exercée dans l'intime. Responsabilisons-nous. Responsable en soi, chacun sera nécessairement plus solidaire, plus innovant, plus réactif, plus inventif, mieux conscient de la complexité des choses, plus gourmand de l'esprit de science et de la tolérance. Responsabilisons-nous. La créativité de chacun nourrit celle de tous et ne laisse aucune place aux violences et aux ressentiments qu'engendrent les impuissances acquises ou les échecs trop installés. Responsabilisons-nous. Responsabilisons-nous. La responsabilisation est pour nous le cœur du politique. Dans le système des plantations esclavagistes, le cœur du politique était l'abolition de l'esclavage ou son renversement. En Afrique du Sud, le cœur du politique, assumé par Nelson Mandela, n'était pas le chômage des jeunes noirs ou leur difficulté d'accès à des formations, mais bien l'apartheid lui-même. La poésie de Césaire ne s'est pas attardée sur les misères des mornes ou l'enfer des quartiers populaires, chose qu'il traitait au quotidien de sa besogne de mer. Ces armes miraculeuses ont ciblé, en revanche, le colonialisme en son principe et la domination occidentale en son assise. Responsabilisons-nous. Pour Fanon, le cœur du politique, au-delà du colonialisme et des damnations du capitalisme, au-delà de la domination occidentale, était une idée de l'homme dont il fallait assumer l'émancipation vraie, horizon radical, jamais atteinte jusqu'à maintenant. Pour Glissant, le cœur du politique était le monde. Le monde mutait tout monde. Le monde comme vortex de relations intenses dont il fallait habiter le chaos. Tous ces cœurs du politique palpitent en nous, éclairent dans notre mission d'à présent. Ce que nous pouvons appeler notre pensée politique commence à cette exacte place, au cœur d'une infinie constellation de cœurs. Responsabilisons-nous. Cette notion de responsabilisation concerne le monde entier. Elle est valable pour tous. Elle fixe tous ces peuples d'aujourd'hui, peuples composés d'individus abîmés d'une manière ou d'une autre par le colo-capitalisme. La responsabilisation doit leur permettre de retrouver quelque chose d'essentiel. Le grand désir. Cet élan sans compétition, sans profit, qui naît du vivre goûtant son propre dépassement, qui pousse au plus élevé de soi, dans une exigence émue de l'autre, ému de la planète, ému activement du vivant, ému de l'énigme stimulante du cosmos. Responsabilisons-nous. Chaque rêve partagé avec d'autres devient un nous. Chaque idéal désiré avec d'autres devient un nous. Chaque désir qui touche à un autre désir devient un nous. Le grand désir. Nous habiterons une constellation inépuisable de nous. Les nous se relieront entre eux et nous mettront en relation avec tout ce qui se verra éclairé par nos consciences individuelles. La responsabilité se fait culturelle, se fait sociale, se fait écologique, se fait économique. S'ouvre à toutes les urgences et à tous les essentiels. Responsabilisons-nous. L'esprit de responsabilité modifiera notre tissu économique. Il favorisera dans nos pays une économie plus solidaire, plus respectueuse du vivant et de la planète, mieux installée dans les chances que préserve une véritable démocratie. Elle trouvera des extensions saines dans les exigences de l'écologique, du numérique et dans les possibilités impensables du cosmos. Chaque entrepreneur disposera avant toute chose d'un pays à construire, d'un lieu à élargir, d'un idéal à fréquenter. Responsabilisons-nous. Il nous faut tout recommencer. Responsabilisons-nous. Être responsable, c'est tout lier, tout relier, tout relayer, tout relater. Le soi s'ouvre au non-soi. L'humain au non-humain. Au non-humain. Responsabilisons-nous. Cessez d'être des victimes historiques, des électeurs hagards,
des consommateurs délirants, des colonisés éternels, périphériques et autres ultramarins, bloqués dans une orbite qu'aucune étoile n'anime. Revenir à soi par le plus large. Par le plus large. Aller au large par les beautés de soi, se faire étoile. Voilà les amorces d'une urgence très précieuse, celle qui n'est qu'essentielle. Responsabilisons-nous. Responsabilisons-nous. Innombrables seront ceux qui vont invoquer l'indépendance de manière fondamentaliste ou se raidir dans la réclamation d'une autonomie pure et dure. Mais cela reviendrait à nous écarter des réalités de notre actuel imaginaire où ces notions fonctionnent encore comme des repoussoirs ou des refuges stériles. Ces attitudes deviennent des renoncements qui ne se confessent pas. En revanche, recourir à la responsabilisation peut rassembler les ferveurs que ces postures stériles abandonnent à elles-mêmes, apaiser les craintes, ouvrir à la pensée, favoriser l'aventure de l'action, remettre en branle un grand désir individuel collectif. Le grand désir. Responsabilisons-nous. 3 urgences apparaissent dans cette notion de responsabilisation. Une urgence politique, que chacun pense, agisse, se dégage de la responsabilisation passive, se pose en créateur du monde, en désirant de son pays et de lui-même. Installer ainsi une force politique nouvelle et d'actives espérances. Une urgence symbolique, donner un pays à bâtir, et donc recréer un espace de projection collective individuelle. Enfin, une urgence poétique et culturelle, fréquenter ce que pourrait être un imaginaire de la relation, développer des expériences esthétiques et artistiques qui donnent capacité à percevoir le monde, à se voir dans le monde, à voir le monde en nous, avec l'esprit de science, inspiré par les ressources que constituent nos histoires, nos mémoires, nos traditions, nos savoir-être et savoir-faire. Responsabilisons-nous. Nos politiques publiques ne devront plus alimenter aucune dépendance à quoi que ce soit. Aucune manière d'assistanat, aucune maille de déresponsabilisation sur quelque sujet que ce soit. Elles devront s'aligner sur ce principe très simple. Que nous soyons en première ligne sur tous les problèmes, urgences et perspectives qui nous concernent douvent, prend tout partout. Quant au domaine régalien, une co-responsabilité avec la puissance partagée doit se voir contrôlée. Responsabilisons-nous. Déclaration. Nous. De la Guadeloupe. De la Guadeloupe. De la Guyane. De la Guyane. De la Martinique. De la Martinique. De la Réunion. De la Réunion. Acteurs d'associations ou d'organisations non étatiques. Membres de la société civile. Professionnels de l'éducation, de la santé, de la recherche, de l'information, de la prospective, de la coopération internationale. Pratiquants du travail social. Des arts, des lettres, du numérique, de la culture. Considérons que le monde d'aujourd'hui est une alchimie de civilisation, de culture et d'individus. Qu'il résulte de la traite des Africains, des esclavages du Nouveau Monde, du système des plantations, des grandes guerres européennes, du colonialisme en ses méfaits et de son extension capitaliste, planétaire. Que de cette alchimie ont surgi des peuples-nations, qui sont demeurés indéchiffrables aux clairvoyances des décolonisations. Que ces peuples nouveaux se sont vus embarqués dans des fictions territoriales, identitaires, historiques et culturelles qui n'étaient pas les leurs. Que ces peuples sont demeurés hors d'atteinte, souvent de leur propre conscience, toujours de la conscience de ceux qui les régentent encore. Que les insuffisances des décolonisations ont favorisé des États-nations souverains, antagonistes, compétitifs, dans un dogme de libéralisme économique où la liberté ne concerne que les marchandises, les capitaux et les lois du profit, cela au détriment de l'humain, du vivant, de la planète en son entier. Que ce monde n'est pas le nôtre. Malgré tout, des échanges ont pu se faire, des contacts survenir, des individuations tisser des liens d'alliance et d'éthique enchantée qui font qu'un monde d'interdépendance est désormais à la portée de nos ferveurs, et qu'il convient dans une jouvence de nos imaginaires de le nommer, le désirer, et d'agir vers lui. Que cet autre monde est bien commun de tous. Dans cette perspective, nous déclarons que dans nos terres vivent des peuples-nations.
que nous les voyons comme des entités géographiques, culturelles, biologiques, sociales, identitaires, symboliques, disposant chacune d'un imaginaire irréductible à aucun autre. Que ces entités précieuses, pour tous, ont droit, dans l'intérêt du commun souhaité, à l'exercice de toute leur potentialité, à la pleine aisance dans leur propre devenir. Qu'ils se doivent d'être reconnus en tant que tels, accompagnés en tant que tels dans la résolution de leurs terribles histoires, et qu'ils doivent pouvoir exercer, même en l'absence d'expression étatique, l'esprit de responsabilité qu'exige une présence digne et créative en face de leurs propres défis et des défis de cette époque. Que nos peuples ne sont situés dans pièce-calté périphérie, mais qu'ils sont tous en position plénière, dressés au cœur de leur vision du monde, dans le rhizome des solidarités et des alliances et des actions futures que cette dernière leur permettra. Qu'à ce titre, les termes outre-mer, métropole, zone périphérique ou ultra-périphérique nous sont d'ores et déjà irrecevables, offusquants. Nous déclarons que les démocraties modernes, les républiques saines, doivent s'inscrire dans un monde d'interdépendance, respectueux du devenir imprévisible des différences et des diversités. Qu'elles doivent se sentir responsables de leurs rencontres et de la dignité de leurs aménagements. Que ces démocraties et républiques doivent s'accorder à leurs évidences transculturelles intimes et s'unir sans trembler aux richesses relationnelles que leurs histoires leur ont offertes. Qu'aucune d'entre elles ne saurait donc décemment se déclarer une ou se penser indivisible. Qu'aucun peuple-nation, encore dépourvu d'expression étatique, ne saurait être maintenu dans des dispositifs qui limitent les capacités de sa présence au monde, et que toute disposition symbolique, culturelle, sociale, économique et juridique doivent être prises en vue d'une refondation équitable de son rapport à toute puissance décisionnelle. Dans cette perspective, nous déclarons encore que les solidarités nouées par les ombres et lumières de nos histoires partagées devront être assainies et par là même solidement renforcées. Que dans tous les dispositifs qui régissent nos rapports à des puissances décisionnelles soit reconnue notre responsabilité directe sur les choix, les décisions, les mises en œuvre qui nous concernent au quotidien et qui concernent nos devenirs. Dès lors, nous appelons les gens de nos pays à créer dans leur famille, leur quartier, leur commune, leur région, des espaces d'échange et de discussion autour de cette notion de responsabilité. Nous appelons les gens de nos pays à penser, à agir, à déclencher ainsi dans notre vie quotidienne de vrais lieux politiques où pourront naître des forces novatrices et d'actives espérances. Enfin, nous engageons les femmes et les hommes et toutes leurs occurrences, toutes les organisations éclairées, tous les créateurs, poètes, danseurs, chanteurs, conteurs et musiciens, gens de lettres et philosophes, personnes de la santé, des sciences et des techniques, responsables administratifs, universitaires et politiques, gens de conscience et humanistes, fervents de la beauté. Amis très simples d'un mieux humain dans l'horizontale plénitude du vivant, à soutenir les processus de responsabilisation en cours dans nos pays. Pour que la planète de notre vivre ensemble ne s'accommode d'aucune minoration, d'aucun peuple oublié, d'aucune indignité, qu'elle puisse bénéficier ainsi de la participation de toutes et de tous, de l'intelligence de toutes et de tous, dans l'épanouissement des capacités d'initiative, d'innovation, de joie et d'enthousiasme, de toutes et de tous.
Ra